Tu te demandes comment t'as pu en arriver là. Tu te reconnais à peine. T'as l'impression de marcher sur des œufs tout le temps, de devoir justifier chaque émotion, chaque mot, chaque silence. Et pourtant, tu restes. Pourquoi? Parce que cette personne te disait qu'elle t'aimait. Parce qu'au début, c'était magique. Et que maintenant, c'est flou, c'est confus, c'est douloureux. Mais tu te dis que c'est sûrement toi le problème. Que t'es peut-être trop sensible, trop exigeant, trop dramatique. Et pendant que tu doutes, l'autre continue. Il manipule, elle contrôle. Et toi, tu t'effaces, tu survis. Mais ce que tu vis n'est pas de l'amour, c'est un piège que des millions de personnes vivent en silence. Un piège que les grands penseurs, les psychiatres, les philosophes ont étudié, dénoncé, compris. Et aujourd'hui, toi aussi, tu vas comprendre. Pas pour te venger, mais pour te libérer. Si tu es ou as été dans cette situation, laisse un like. Et si tu veux, tu peux aussi partager ton histoire dans les commentaires ou simplement écrire un mot, un simple merci. Parce que parfois, un mot, ça suffit pour commencer à guérir. Carl Jung disait que les gens feraient n'importe quoi, peu importe à quel point c'est absurde, pour éviter d'affronter leur propre âme. Cette phrase te concerne directement si tu écoutes cette vidéo. Parce que si tu es ici, c'est sûrement que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta relation. Et pourtant, tu restes, tu doutes, tu cherches des excuses. Et c'est précisément ce que ces grands penseurs avaient compris avant tout le monde. Le vrai danger ne vient pas de ce que tu vois, mais de ce que tu acceptes sans le voir. En 2023, l'Organisation mondiale de la santé estime que plus d'une femme sur 3 dans le monde subit des violences psychologiques dans une relation intime. Et ce chiffre ne concerne que les cas reconnus. Les pervers narcissiques, eux, laissent rarement des traces visibles. Ils ne frappent pas toujours. Ils manipulent. Ils effacent ton identité. Ils installent le doute comme un poison lent. Freud, malgré ses erreurs, avait touché du doigt ce que l'on appelle aujourd'hui le trauma bonding, ce lien pervers qui se renforce à mesure que la victime souffre. Ce lien n'a rien à voir avec l'amour, et tout à voir avec la dépendance biochimique au cycle. Tension, humiliation, fausse réparation, récompense, puis on recommence. Tu ne sais plus ce qui est normal. Tu crois être devenu fou. Mais c'est précisément ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas une opinion. Des études en neurosciences ont démontré que les manipulations répétées modifient l'activité du cortex préfrontal, la partie de ton cerveau responsable du raisonnement. Plus tu restes, plus tu doutes de ta propre capacité à juger. Tu n'es pas fou. Tu es piégé dans un schéma que des chercheurs comme Judith Herman, psychiatre et pionnière de l'étude du traumatisme, ont mis en lumière dès les années 1990. Elle parle de captivité mentale, une emprise psychologique similaire à celle vécue par les prisonniers de guerre. Marc Aurèle, lui, n'aurait jamais utilisé ces mots. Mais sa pensée converge. Il répétait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Ce que les stoïciens savaient, et que tu vas comprendre, c'est que la douleur ne vient pas uniquement de ce que l'autre te fait, mais de ce que tu te racontes à propos de ce qu'il te fait. Quand tu crois que tu peux encore le changer, que ce n'est pas si grave, que l'amour peut tout guérir, tu participes malgré toi à ta propre détention. Et ce n'est pas de ta faute. C'est le fruit d'années de conditionnement, de micro-agressions, de confusion. On pense souvent que seuls les faibles se font manipuler. C'est faux. Les études montrent que les personnes intelligentes, empathiques et sensibles sont les cibles idéales. Elles cherchent à comprendre, à dialoguer, à réparer. C'est exactement ce que le pervers narcissique veut. Il ne veut pas ton amour. Il veut ton énergie, ton attention, ton combat. Il veut te voir douter, car c'est dans le doute que tu deviens malléable. Et plus tu résistes, plus il affine ses outils. Comme l'expliquait le psychiatre Robert R., spécialiste des personnalités psychopathes, ces profils ne ressentent ni culpabilité, ni empathie, ni honte. Ce sont des chasseurs sociaux. Et toi, tu es devenu leur terrain de jeu. Mais alors pourquoi ça marche? Pourquoi ton cerveau ne te sauve pas? Parce que ce n'est pas une question de logique mais de chimie. Chaque message doux après une humiliation
Chaque « je t'aime » glissé après une froideur glaçante déclenche en toi une libération de dopamine. C'est la même molécule qui rend accro aux drogues dures. Ton cerveau l'associe à un soulagement, une victoire, et il veut encore cette sensation. Voilà pourquoi tu reviens. Voilà pourquoi tu lui trouves encore des excuses. Tu vois maintenant, tu ne combats pas un individu. Tu combats un mécanisme inscrit dans ta biologie. Tu es tombé dans un schéma que même les plus brillants esprits ont analysé, décortiqué, dénoncé. Jung, Freud, Épictète, Viktor Frankl. Tous l'ont dit avec leurs mots. La liberté commence par la conscience. Tant que tu ne sais pas ce que tu vis, tu restes enfermé. Mais maintenant que tu le sais, que tu sais que ton cerveau a été piraté, que ton esprit a été confondu, tu as déjà fait un pas que des millions de personnes n'ont jamais osé faire. Voir ce qui est, et ce que tu vis, ce que tu ressens, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas de l'exagération. C'est un enfer bien réel, où ton identité s'efface lentement. Tu ne dors plus comme avant, tu surveilles ton téléphone, tu ressens une boule au ventre quand il ou elle rentre. Tu n'arrives plus à expliquer ce que tu ressens à tes proches, parce qu'eux ne voient que la façade. Et tu t'en veux. Tu crois que tu exagères, que c'est dans ta tête, mais tout est prévu pour que tu crois ça. C'est ça, l'emprise. Et c'est pour ça que tu vas apprendre, dès maintenant, à t'en sortir. Pas en une fois, pas en un déclic magique, mais en comprenant d'abord que tu n'es pas seul, que tu n'es pas fou, et que ton combat n'est pas contre une personne, mais contre un système invisible qui se nourrit de ton silence. Ce silence, on va le briser ensemble, car tu n'as plus besoin d'attendre une permission pour retrouver ton pouvoir. Et dans la prochaine partie, tu vas voir pourquoi tu restes, même quand tout en toi hurle de partir. Et tu comprendras que ce n'est pas une faiblesse, mais une prison construite pour que tu n'en vois pas les murs. Avant de passer à la suite, prends un instant pour mettre un like et d'écrire en commentaire « Je suis libéré » pour ancrer ce message en toi. On continue. Tu sais que ça te fait du mal. Tu sais que tu n'es plus toi-même. Et pourtant, tu restes. Tu espères. Tu excuses. Tu t'accroches à des miettes, à un regard, à une phrase qui te rappelle un instant d'amour passé. Ce paradoxe, tu le vis tous les jours. Et si tu crois que c'est un manque de courage, tu te trompes. Ce n'est pas ton cœur qui est faible. C'est ton cerveau qui est piégé. Et ça, la science l'explique très bien. Des recherches en neurosciences, notamment celles menées par le docteur Bessel van der Kolk, l'un des plus grands spécialistes mondiaux du traumatisme, montrent que les expériences de stress chronique dans une relation modifient physiquement ton cerveau. Ton amygdale, qui détecte les dangers, devient hyperactive. Ton cortex préfrontal, celui qui prend des décisions rationnelles, est affaibli. Résultat, tu ressens plus que tu ne réfléchis. Tu réagis, tu survis, tu veux fuir, mais quelque chose te ramène. Ce quelque chose a un nom, le lien traumatique. Ce lien, c'est comme une colle émotionnelle entre toi et ton agresseur psychologique. Il ne repose pas sur l'amour, mais sur un cycle de récompense et de punition. Tu vis dans une alternance entre la peur, la confusion et les phases de calme où tout semble redevenir normal. Et chaque fois que ce calme revient, ton cerveau libère de la dopamine et de l'oxytocine. Ces substances t'apaisent, te soulagent temporairement et renforcent ton attachement. Comme un animal battu qui revient vers son maître quand il lui donne à manger. Tu veux un chiffre? Dans une étude menée sur les victimes de relations abusives, plus de 60% d'entre elles affirment être revenues au moins une fois vers leur agresseur après une rupture. Certaines y retournent jusqu'à 10 fois. Et ce n'est pas parce qu'elles ne savent pas. C'est parce que le corps, lui, réclame le soulagement. Le pervers narcissique le sait. Il te pousse à bout, puis te donne juste assez pour que tu crois que ça peut changer. Et toi, tu veux tellement y croire. Tu veux retrouver la personne du début, celle qui t'a fait sentir spécial, celle qui semblait te comprendre comme personne d'autre. Mais cette personne n'a jamais existé. C'était un masque, une stratégie. Comme l'explique le docteur Georges Simon, expert des manipulateurs, les pervers narcissiques
montrent leur vrai visage uniquement lorsque la victime est suffisamment affaiblie pour ne plus pouvoir fuir. C'est un processus lent, insidieux. Tu ne t'es pas laissé faire, tu t'es fait piéger. Et ce piège porte un nom, la dissonance cognitive. C'est un mécanisme mental dans lequel deux pensées opposées coexistent. Je souffre et je l'aime, ou encore, ce qu'il fait est mal et il ne peut pas être méchant. Pour résoudre ce conflit, ton cerveau cherche une explication. Et souvent, cette explication, c'est toi. Tu te dis que tu es trop sensible, que tu exagères, que tu as mal compris. Et lui ou elle ne fait que renforcer ça. Tu inventes des problèmes, tu es parano, tu devrais te faire soigner. Ce n'est pas seulement une manipulation, c'est un lavage de cerveau progressif. Le pire, c'est que souvent, les pervers narcissiques savent très bien doser la souffrance. Ils ne vont jamais trop loin. Juste assez pour te désorienter. Juste assez pour ne pas que tu partes. C'est comme si tu étais dans une pièce qui se remplit lentement de fumée. Au début, tu tousses un peu, puis tu t'habitues, puis tu t'étouffes, sans même réaliser que tu pouvais simplement ouvrir la porte. Et cette porte existe, mais elle n'est pas visible tant que tu crois que tu peux encore comprendre, réparer ou mériter leur amour. Le stoïcien Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Tant que tu crois que cette relation est normale ou qu'elle peut s'améliorer, tu restes captif. Ton esprit te joue un tour, et tu ne peux pas t'en sortir sans voir que tu combats un mirage. Tu veux encore une preuve? Regarde autour de toi. Regarde ce que tu es devenu. Tu ne ris plus comme avant. Tu te demandes si tu as le droit de parler, de penser, de ressentir. Tu évites les conflits parce que tu sais qu'ils seront retournés contre toi. Tu es épuisé et vidé et anxieux, mais tu n'oses pas partir. Et ça, c'est exactement ce que la personne en face a voulu créer. Une version de toi qui doute, qui tremble, qui demande la permission d'exister. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter le respect. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable pour dire non. Mais tant que tu crois que tu es le problème, tu t'éloignes de la vérité. Et la vérité, c'est que tu vis dans un piège parfaitement conçu. Un piège que les plus grands psychiatres du monde ont documenté, étudié, dénoncé. Ce n'est pas une malédiction, c'est une stratégie de prédation. Et maintenant que tu le vois, tu peux commencer à en sortir. Dans la prochaine partie, tu comprendras pourquoi ce n'est pas ta faiblesse qui te fait rester, mais ta programmation profonde. Une programmation qu'on peut désactiver, une fois que tu sais comment elle fonctionne. Tu n'es pas faible, tu n'es pas naïf, tu n'es pas cassé, tu es programmé. Et c'est ça, la vérité que personne ne te dit. Pas même les proches qui te disent de partir comme si c'était facile, comme si tu avais juste à ouvrir les yeux. Mais ce n'est pas une question de volonté. C'est une architecture intérieure, installée lentement, souvent dès l'enfance, bien avant ta rencontre avec le pervers narcissique. Les neurosciences, la psychologie du développement et même la psychanalyse sont formelles. Ton cerveau n'est pas neutre, il est façonné par tes premières expériences, par la manière dont on t'a aimé, ou pas, par ce que tu as compris de ce que valait ton existence. Et si tu es aujourd'hui dans une relation toxique, ce n'est pas parce que tu aimes souffrir, c'est parce qu'au fond de toi, quelque chose de plus profond a appris à survivre plutôt qu'à s'épanouir. Carl Jung disait « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Ton inconscient, lui, se souvient de chaque moment où tu as dû faire semblant que tout allait bien, de chaque instant où tu as dû mériter l'amour, devenir sage, fort, parfait. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un te maltraite mais te donne parfois une caresse, tu restes, parce que ce schéma, ton cerveau le connaît déjà. Le docteur Gabor Maté, spécialiste du trauma, l'explique simplement « Nous ne devenons pas dépendants de la douleur elle-même, mais de ce qu'elle représente émotionnellement. Si la souffrance est familière, elle devient un point d'ancrage. C'est toxique, mais c'est connu. Et ce qui est connu, ton cerveau l'associe à la sécurité. Oui, tu as bien entendu, ton cerveau pense que ce chaos est rassurant. Car l'inconnu, lui, fait peur, même si c'est la liberté. Ajoute à ça le conditionnement social. On te dit depuis toujours que l'amour triomphe de tout, qu'il faut être patient,
qu'il ne faut pas juger trop vite, que si tu souffres, c'est que tu n'aimes pas assez, pas bien, pas comme il faut. Alors tu redoubles d'efforts, tu changes, tu t'adaptes, tu fais des compromis, pendant que l'autre continue à manipuler sans jamais se remettre en question. Et pourtant, tu continues d'espérer. Tu continues de croire que tu peux le sauver, la sauver, que cette relation a un potentiel, que ce n'est qu'un mauvais moment. Mais ce que tu vis n'est pas un moment. C'est un système, un scénario. Tu es dans une boucle, comme dans un script écrit pour que tu sois toujours celui ou celle qui donne, et jamais celui ou celle qui reçoit vraiment. La science a un nom pour ça, la mémoire traumatique relationnelle. C'est le professeur Boris Cyrulnik qui l'a popularisé en France. Selon lui, la douleur vécue dans l'enfance se rejoue à l'âge adulte dans nos choix amoureux, professionnels, sociaux. Ce n'est pas une malédiction. C'est une tentative inconsciente de rejouer la scène, pour, peut-être, enfin, en changer la fin. Mais cette fin heureuse, elle n'arrive jamais avec un pervers narcissique. Parce que lui ou elle ne cherche pas la paix. Il ou elle cherche le contrôle. Et plus tu veux guérir la relation, plus tu deviens vulnérable. Car cette personne ne guérit pas. Elle s'alimente de ton espoir, de ton amour, de ton énergie. Alors non, tu n'es pas faible. Tu es une cible idéale. Parce que tu crois encore au bien. Parce que tu es loyal. Parce que tu veux comprendre. Et surtout parce que tu crois que le problème vient de toi. Tu cherches ce que tu as mal fait, ce que tu aurais pu dire autrement. Tu remets en question ton ressenti. Tu doutes de ta perception. C'est exactement ce que la manipulation a pour but, t'éloigner de toi-même, car une personne désorientée est une personne qui ne quitte pas. Mais tu peux réécrire ton code, pas en un jour, pas sans douleur, mais en commençant par reconnaître que ce que tu ressens n'est pas un hasard. C'est une réaction logique à une programmation ancienne, et cette programmation, une fois vue, peut être dépassée. Comme disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Tu vas oser désobéir à ton conditionnement, oser voir la vérité telle qu'elle est, oser choisir la paix intérieure plutôt que la dépendance émotionnelle. Dans la prochaine partie, on va s'enfoncer dans cette notion clé du stoïcisme, le pouvoir de t'éloigner. Pourquoi c'est ton seul vrai choix? Et pourquoi c'est la décision la plus puissante que tu puisses faire aujourd'hui? Même si tu trembles, même si tu pleures, même si tu n'es pas encore prêt. On va parler de liberté, de vraie liberté. Pense aussi à t'abonner à la chaîne pour la soutenir. En grandissant, elle touche et aide plus de monde. Tu peux aussi partager en commentaire ton expérience. Maintenant, la suite. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps, a écrit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. » Cette phrase, prononcée par un homme qui a tout perdu sauf sa lucidité, résume exactement là où tu en es. Tu es dans cet espace. Ce moment où tu peux continuer à répondre par habitude, par peur, par conditionnement, ou choisir, pour la première fois, de t'éloigner. Non pas comme une fuite, mais comme un acte de puissance intérieure. Et ce que Frankl savait, c'est que même dans les pires conditions, l'esprit humain conserve un pouvoir, celui de choisir son attitude. Les stoïciens le disaient déjà 2000 ans plus tôt. Épictète, qui était lui-même un esclave, affirmait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, mais ce que tu en penses. Tu ne peux pas changer l'autre. Tu ne peux pas rééduquer un pervers narcissique. Tu ne peux pas le soigner. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer sainement. Mais tu peux choisir de ne plus t'exposer à sa toxicité. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. » Toutes les études sur les relations toxiques concluent à la même chose. Le seul moyen de reprendre le contrôle, c'est la distance. L'université de Stanford a démontré que les circuits neuronaux associés à la peur, à la vigilance extrême et au stress chronique commencent à se désactiver après 3 semaines de coupure totale de contact. 3 semaines. C'est peu dans une vie. Et pourtant, c'est le pont vers une reconquête de toi-même. Pourquoi est-ce si difficile ?
parce que s'éloigner semble injuste. Tu veux encore comprendre, tu veux encore espérer. Tu penses que partir, c'est abandonner. Mais ce que tu abandonnes, en réalité, c'est l'illusion. L'illusion que ça changera, que ça s'améliorera, que l'amour suffit. Mais l'amour ne guérit pas la perversion. Et ton espoir, aussi noble soit-il, est utilisé contre toi. Tu veux une preuve supplémentaire? Une étude menée en 2021 par l'American Psychological Association a révélé que plus de 78% des victimes de manipulateurs psychologiques qui ont tenté de réparer la relation à travers le dialogue ou la thérapie ont vu les abus s'intensifier. Car ces personnalités n'entrent pas en thérapie pour changer. Elles y vont pour manipuler l'image, pour retourner la situation, pour renforcer leur pouvoir. C'est pour cela que la philosophie stoïcienne est si puissante dans ton cas. Elle ne cherche pas à changer l'autre. Elle ne cherche pas à expliquer ce qui est hors de ton contrôle. Elle t'ancre dans le réel. Et le réel, c'est ça. Tu ne peux contrôler que ce que tu décides de tolérer ou non. Tu ne contrôles pas leurs mots. Tu contrôles ta réponse. Tu ne contrôles pas leur comportement. Tu contrôles ton choix de rester ou de partir. Et c'est là que se joue ta liberté. Car tant que tu crois que tu dois attendre le bon moment, préparer une sortie propre, avoir une explication parfaite, tu remets ton pouvoir dans leurs mains. Or ce pouvoir, il t'appartient déjà. Il n'a jamais cessé d'être à toi. Il a juste été enfoui sous la peur, la confusion, la culpabilité. Mais aujourd'hui, il est là, sous tes pieds. Tu peux marcher, tu peux t'éloigner, tu peux dire « assez ». Marcus Aurelius, empereur et stoïcien, écrivait chaque jour dans son journal « Tu as le contrôle sur ton esprit, pas sur les événements. Tu trouveras la force dans cela. » Il ne parlait pas de se résigner, il parlait de se recentrer, de ne plus gaspiller son énergie à changer ce qui ne veut pas changer. Et ce que tu vis aujourd'hui, c'est exactement ça. Tu vis dans une relation où ton énergie sert à survivre, pas à vivre. S'éloigner ne veut pas dire fuir. S'éloigner veut dire protéger ce qu'il te reste de sain. Et ce qu'il te reste de sain, c'est précieux. C'est ton esprit, ton cœur, ta capacité à ressentir, à créer, à aimer, à respirer sans avoir peur. Tu n'as pas besoin d'une permission pour ça. Tu n'as pas besoin que l'autre admette sa toxicité. Tu n'as pas besoin qu'il ou elle te valide. Tu as juste besoin de décider que tu n'as plus envie de souffrir. Et peut-être que tu trembles à cette idée. C'est normal. Le cerveau humain préfère le connu, même douloureux, à l'inconnu. Mais regarde les chiffres, regarde les témoignages. Des milliers de femmes et d'hommes qui ont osé partir racontent qu'ils ont mis des mois à retrouver leur identité, mais que leur seul vrai regret, c'était de ne pas être parti plus tôt. Alors toi aussi, tu peux choisir. Choisir de ne plus être un terrain de jeu. Choisir de reprendre ta respiration. Choisir de désobéir à la peur. Et dans la prochaine partie, on ne va pas juste te dire quitter, on va te montrer comment partir réellement, comment créer cette rupture, comment tenir, et pourquoi c'est l'étape la plus importante que tu feras peut-être de toute ta vie. Tu veux partir, tu le dis, tu y penses, tu fais des plans dans ta tête la nuit, pendant que lui ou elle dort. Mais au matin, tu doutes, tu restes, tu attends un signe, tu espères encore une preuve que ce n'est pas aussi grave. Et pourtant, tu sais que tu dois partir. Mais partir vraiment, ce n'est pas juste faire sa valise, ce n'est pas juste claquer une porte, ce n'est pas envoyer un long message ou espérer que l'autre comprenne soudainement le mal qu'il t'a fait. Partir vraiment, c'est rompre un lien invisible, un lien profond, biologique, émotionnel, spirituel. Et ça ne se fait pas sans douleur, mais ça se fait. Et ça sauve des vies. Selon le National Domestic Violence Hotline, les victimes de violences émotionnelles mettent en moyenne 7 tentatives avant de réussir à partir définitivement. Ce n'est pas un échec. C'est une preuve de la force de l'attachement toxique. C'est pour ça que partir doit être pensé autrement. Non pas comme une fuite, mais comme une libération programmée, structurée, pensée à travers 3 niveaux. Le mental, le corps et l'environnement. Le no-contact, ce n'est pas juste bloquer son numéro, c'est comprendre pourquoi le moindre message peut tout faire replonger. Parce que même un simple « tu me manques »
réactive des circuits cérébraux profonds. Le docteur Helen Fisher, chercheuse en neurobiologie de l'amour, a montré que les zones du cerveau activées par l'addiction à la cocaïne sont les mêmes que celles activées chez les personnes en manque d'un partenaire toxique. Ce n'est donc pas une histoire de volonté, c'est une dépendance réelle. Tu dois alors préparer le terrain. D'abord mentalement, tu écris, tu répètes, tu t'ancres dans la réalité. Tu tiens un journal de tout ce que tu as subi, des humiliations, des peurs, des manipulations. Car une fois parti, ton esprit cherchera à réécrire l'histoire. Il te dira que ce n'était pas si grave, que tu as peut-être mal compris, que tu devrais répondre. Relire ces preuves écrites, c'est te sauver de toi-même. Ensuite, tu coupes physiquement. Téléphone, réseaux sociaux, lieux communs, amis en commun si nécessaire. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'hygiène psychique. Tu ne peux pas guérir dans un lieu ou dans un monde où on te rappelle sans cesse ta blessure. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la protection. Et enfin, tu modifies ton environnement. Tu changes tes routines, tu occupes ton corps, tu bouges, tu fais du sport, tu cuisines, tu marches. Tu ne cherches pas à aller bien tout de suite. Tu cherches à sortir du vide que l'autre a laissé volontairement dans ta vie pour que tu ne puisses jamais vivre sans lui ou elle. Regarde les témoignages de celles et ceux qui ont réussi. Des centaines, des milliers, visibles aujourd'hui sur des forums, des livres, des vidéos. Tous disent la même chose, la coupure radicale est la seule solution. Pas de conversation d'au revoir, pas de tentative de clore proprement, pas d'explication, car chaque mot devient une brèche, et dans cette brèche, il ou elle se glisse. Et tu sais ce qui se passe après quelques semaines. Ton cerveau recommence à respirer. Tu dors, tu redeviens toi. Tu n'as plus besoin de justifier ce que tu ressens. Tu n'as plus peur de parler. Tu ris sans calculer. Et tu réalises une chose terrifiante mais libératrice. Tu t'étais habitué à la souffrance. Et maintenant, tu comprends ce que c'est que d'exister sans tension. Le philosophe stoïcien Sénèque écrivait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Mais il faut du temps pour que l'imagination toxique, celle qu'on t'a imposée, s'efface. Tu dois créer du silence. Tu dois créer un vide pour que le vrai toi reprenne sa place. Et si un jour tu as peur de retomber, rappelle-toi que ce n'est pas l'amour que tu regrettes. C'est l'image de toi que tu avais projetée dans cette relation. Tu ne reviendras pas vers la personne. Tu reviendrais vers une illusion. Et maintenant, tu sais. Tu ne te laisseras plus séduire par une image. Tu chercheras un lien, un vrai, basé sur le respect, l'écoute, la liberté. Alors oui, ça fait mal. Mais la douleur de partir est une douleur propre. Celle de rester, c'est une douleur qui te pourrit lentement. Celle qui t'abîme, qui te déforme, qui te fait douter de tout. Il n'y aura pas de moment parfait. Il n'y aura pas de signal cosmique. Le seul moment, c'est maintenant. Et une fois que tu es parti, ne reviens pas. Tu as déjà trop donné. Et tout ce que tu crois pouvoir retrouver là-bas, tu peux le reconstruire ailleurs, avec toi-même d'abord. Et c'est exactement ce qu'on verra dans la prochaine partie. Non plus comment partir, mais comment renaître. Parce qu'un jour, tu ne diras pas seulement « je suis parti », tu diras « je me suis retrouvé ». Tu t'es levé, tu as coupé, tu es parti, et maintenant, il ne reste rien. Ou plutôt, c'est ce que tu ressens. Un vide, une fatigue immense, pas de victoire, pas de soulagement immédiat, juste le silence. Et ce silence, il fait peur. Parce que pendant si longtemps, ta vie a été remplie de bruit, de chaos, de tension, et ton cerveau s'est habitué à ça. Il l'attend, il le réclame. Alors, ne t'étonne pas si, dans les jours qui suivent ton départ, tu doutes. Tu as l'impression de ne plus savoir qui tu es sans l'autre. C'est normal. C'est même un passage obligé. Carl Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. » Et c'est exactement ce que tu vis maintenant. Tu es face à ton ombre. Ce que tu as accepté, ce que tu as nié, ce que tu as sacrifié. Mais maintenant tu peux la regarder sans filtre, parce que tu n'as plus à te justifier, plus à minimiser, plus à survivre.
Tu peux commencer à te reconstruire, pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour retrouver qui tu étais avant que l'autre ne t'efface. Tu veux une preuve que c'est possible? Regarde les études. Une enquête menée par l'université de Berkeley a suivi 500 survivants de relations toxiques pendant 2 ans. Résultat, 83% d'entre eux rapportent avoir développé une clarté mentale, une confiance nouvelle et une résilience supérieure après avoir coupé tout contact pendant au moins 6 mois. Et ce n'étaient pas des gens plus forts, c'étaient des gens brisés comme toi, mais qui ont osé faire le silence. Et ce silence, il n'est pas vide, il est plein de toi. Tu vas réapprendre à aimer tes silences, à écouter ton corps, à te parler avec bienveillance, à redevenir ton propre refuge. Et tu vas découvrir des choses que tu ne pouvais pas voir avant. Des passions que tu avais étouffées, des amitiés que tu avais mises de côté, des projets que tu croyais perdus. Tout revient, lentement, organiquement, pas comme un miracle, mais comme une respiration profonde, longue, stable. La psychologie positive parle d'un phénomène qu'on appelle la croissance post-traumatique. C'est ce moment où la personne, après avoir traversé un enfer, développe une force, une lucidité, une capacité d'aimer 1000 fois plus profonde que celle d'avant. Ce n'est pas une reconstruction à l'identique, c'est une renaissance. Et tu n'as pas besoin de devenir invincible. Tu as juste besoin de te sentir aligné. Tu n'es pas guéri parce que tu ne pleures plus. Tu es guéri parce que tu sais que tu peux pleurer sans avoir peur qu'on s'en serve contre toi. Tu n'es pas guéri parce que tu es en couple. Tu es guéri parce que tu n'as plus besoin d'être en couple pour te sentir vivant. Tu n'es pas guéri parce que tout est parfait. Tu es guéri parce que tu n'attends plus que quelqu'un d'autre t'autorise à vivre. Et surtout, tu n'es plus seul. Tu fais partie de ces milliers de femmes et d'hommes qui se sont relevés, qui ont raconté leur histoire, qui ont transformé leur douleur en lumière pour les autres. Comme l'explique la psychiatre Judith Herman, la guérison se produit lorsqu'un survivant peut raconter son histoire dans un environnement qui ne la remet pas en question. Et tu peux être cet environnement. Tu peux devenir une voix pour d'autres. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour aider. Tu n'as pas besoin d'être expert pour inspirer. Tu as juste besoin d'être vrai. Et aujourd'hui, tu l'es. Plus que jamais. Alors oui, parfois, les souvenirs reviendront. Mais tu les regarderas en face. Tu n'auras plus besoin de les fuir. Parce qu'ils ne diront plus « voilà ce que j'ai subi », mais « voilà ce que j'ai traversé ». Et cette nuance change tout. Le stoïcien Épictète écrivait « Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent. Tu as été révélé. Et ce que tu vois maintenant, c'est la version de toi que l'autre a essayé d'éteindre. Mais qui a tenu? Qui a résisté? Et qui, aujourd'hui, peut regarder le futur sans baisser les yeux? Et ce futur, tu ne vas pas juste l'attendre. Tu vas le construire. Pas pour prouver quelque chose, pas pour te venger, mais parce que tu en es capable, parce que tu es libre. Et cette liberté, tu ne la rendras plus à personne. C'est terminé. Et tout commence. Avant de finir, like cette vidéo pour soutenir la chaîne. L'abonnement est gratuit, mais ici, il a le pouvoir d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Et si tu veux aider encore plus, laisse un commentaire, un mot, une phrase, ou juste « merci », parce qu'on ne sait jamais qui en aura besoin aujourd'hui. Tu viens de traverser quelque chose d'essentiel, pas juste une vidéo, un passage, une prise de conscience. Et maintenant tu sais que ce n'est pas toi qui étais trop. Tu sais que ce n'est pas toi qui étais faible. Tu sais que ce n'est pas à toi de porter la douleur d'un autre. Et surtout, tu sais que tu peux t'en sortir, parce que tu es déjà en train de le faire. Chaque mot que tu viens d'entendre, tu peux l'utiliser comme une boussole. Tu peux tomber encore parfois, mais cette fois, tu sauras vers où te relever. Tu n'as plus besoin de leur validation. Tu n'as plus besoin de leur regard. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu es libre. Et personne ne pourra plus jamais t'enlever ça.